Le 2 mars 2026, le président Emmanuel Macron a prononcé un discours très attendu à l'île Long, la base opérationnelle où sont déployés nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins des forces océaniques stratégiques. Ce discours constitue, en écho à son discours de février 2020, l'allocution de référence pour son second mandat en matière de doctrine nucléaire. Ce discours rappelle les fondements de cette doctrine, mais a introduit également, et le président y a insisté, des évolutions importantes avec l'ambition, pour reprendre ces termes, de donner une nouvelle épaisseur à la défense de la France. Après l'annonce de l'augmentation du nombre de têtes nucléaires, il a notamment développé ce qu'il a appelé la démarche de dissuasion avancée, ainsi que la nature de l'épaulement stratégique. Ce discours était bien sûr destiné aux Français pour qui la dissuasion demeure le socle de notre défense, mais était aussi destiné à nos partenaires européens qui pourraient participer à cette dissuasion avancée. Pour nous permettre de mieux comprendre l'importance de l'évolution annoncée et analyser les réactions internationales qu'il a suscitées, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheurs qui ont consacré une part de leurs travaux à la dissuasion nucléaire. Je nommerai M. Olivier Zajac, excusez-moi, Zajac, que beaucoup connaissent, car nous le voyons souvent, nous suivons aussi vos travaux, monsieur le professeur, qui vous enseignez, vous êtes directeur de l'Institut des études stratégiques de la défense à l'université Jean Moulin de Lyon 3. Et nous avons la chance aussi de recevoir Emmanuel Maître, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Merci également, madame, d'être parmi nous. Et sans plus attendre, je vais vous céder la parole à tous les deux afin de nous éclairer de vos connaissances et de vos travaux. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous dans ce cadre sur ce discours et évidemment la politique de dissuasion de la France qui est absolument structurante pour sa politique de défense de manière plus large. C'est évidemment un discours qui était très attendu, qui s'inscrit dans un contexte que vous connaissez, un contexte de crise, de risque accru pour l'Europe et donc qui a nécessité et qui a justifié une réflexion de long terme de la France, mais en fait de tous les États dotés de l'arme nucléaire, sur le rôle de cette dissuasion et la manière dont elle doit évoluer dans le contexte actuel. Alors je vous propose de manière assez classique de regarder un petit peu d'abord les éléments de continuité que l'on trouve dans ce discours et qui sont évidemment essentiels puisque les grands principes de la dissuasion française se retrouvent évoqué dans ce discours du 2 mars, et puis ensuite insister un petit peu sur les éléments de rupture. Donc des éléments de continuité, on en a bien sûr, et je pense que c'était très important de le souligner. Le premier, bien sûr, c'est la nature défensive de l'arme nucléaire pour la France, qui n'est conçue que comme pouvant être utilisée dans des circonstances extrêmes. Et elle est dimensionnée, c'est bien précisé dans le discours, pour pouvoir réaliser des dommages sur un adversaire. Ce qui est intéressant, c'est que la formulation l'a un petit peu changé. On parlait dans le passé de dommages inacceptables, le terme qui est présent désormais dans le discours, et l'idée de dommages dont un adversaire ne se relèverait pas. Je pense néanmoins que l'idée est relativement similaire, c'est-à-dire qu'on n'envisage absolument pas en France d'utilisation d'armes nucléaires dans le contexte d'une arme tactique ou d'armes de champ de bataille, mais vraiment dans un contexte stratégique. Et l'objectif est évidemment de faire renoncer toute agression par un adversaire en menaçant justement de dommages particulièrement importants. Donc ce dimensionnement de la dissuasion française continue d'être fait en fonction de critères politiques et techniques. Les critères politiques, c'est l'appréciation du président sur ce qui constitue des dommages dont l'adversaire ne peut pas se relever. Donc c'est à lui de définir ce qui, selon lui, sont les choses sur lesquelles l'adversaire tient le plus.
et puis des critères techniques pour estimer quels sont les armements nécessaires pour justement réaliser ces dommages en fonction de leurs caractéristiques techniques, mais aussi éventuellement des capacités défensives qu'un adversaire peut opposer aux forces françaises. Le deuxième principe sur lequel j'insisterai, parce que ça a été évidemment le cas dans le discours, c'est l'indépendance de la France dans la mise en œuvre de cette dissuasion, indépendance qui est préservée ou réaffirmée très fortement à 3 niveaux. Bien sûr, le niveau de la prise de décision. Là-dessus, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de mystère ou de surprise. C'est vraiment essentiel pour la crédibilité de la dissuasion. Mais cette indépendance s'observe également à 2 autres niveaux. Le premier, c'est le niveau opérationnel, avec l'idée que la France doit être en mesure de mettre en œuvre sa dissuasion avec ses propres forces, et ça, c'est vraiment également réaffirmé. Et puis, bien sûr, la déclinaison industrielle est également importante, puisque la France est également capable de construire toutes les capacités qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la dissuasion. Le troisième point sur lequel j'insisterai en termes d'éléments de continuité, c'est la notion d'intérêts vitaux, qui reste bien sûr centrale dans la conception de la dissuasion française. Alors, chaque président a insisté sur cette notion d'intérêts vitaux. On a eu dans différents discours des éléments d'information sur ce qui constitue ces intérêts vitaux. Par exemple, dans le discours d'Istres en 2015, on avait la notion de souveraineté, de population, de territoire. Mais il y a toujours, bien sûr, une part d'ambiguïté, puisque l'idée est de ne pas définir trop précisément où s'arrêtent les intérêts vitaux. Ici, dans ce discours, on a à nouveau des éléments et une forme d'ambiguïté, avec, bien sûr, l'idée qui est réaffirmée que ces intérêts vitaux ont une dimension européenne. Encore une fois, un point qui n'est pas nouveau, en fait, qui est né dès les balbutiements de la dissuasion française, avec l'idée que nos intérêts vitaux ne peuvent pas s'arrêter aux frontières nationales. Alors, cette continuité, je pense qu'elle est vraiment revendiquée comme un élément de force de la dissuasion française, comme un élément de crédibilité, et le fait que les différents chefs d'État aient pu endosser l'héritage également de leurs prédécesseurs, et qu'il n'y ait pas d'hésitation dans cette doctrine française qui est une forme de prévisibilité et de crédibilité. Mais il est vrai que, comme ça a été noté dans l'analyse et revendiqué également, là encore, ce discours introduit des éléments de rupture qui sont importants et qu'il est nécessaire de bien prendre en compte. Le premier, comme il a été mentionné en introduction, c'est l'augmentation annoncée de l'arsenal. Après plus de 3 décennies de diminution ou un arsenal stable ces dernières années. Alors, les justifications qui sont faites pour cette annonce, c'est le fait de devoir dissuader éventuellement une combinaison d'adversaires. On a également mention dans différents documents la prise en compte des capacités défensives d'adversaires qui pourraient justifier d'avoir, là encore, un arsenal plus important. On voit que la notion de stricte suffisance, qui était auparavant toujours mentionnée dans les discours, a disparu sur ce texte. On parle désormais de seuil strictement cohérent avec l'efficacité de la dissuasion, ce qui conserve quand même le principe fondamental, encore une fois, de dimensionner par rapport aux dommages qu'on veut réaliser et de ne pas se lancer dans une course aux armements ou de développer l'arsenal au-dessus. Mais c'est un point qui est important, avec également le fait que la France n'annoncera plus publiquement le nombre d'armes dont elle dispose, ce qui finalement est un schéma assez similaire à ce que le Royaume-Uni a fait en 2021, où il avait également, dans son document stratégique, annoncé une hausse de l'arsenal modérée et ne donne plus de chiffres précis sur cet arsenal. Le deuxième point, bien sûr, de rupture qui était très attendu parce qu'il y avait eu beaucoup de pré-annonces sur ce qui allait peut-être pouvoir être annoncé dans le discours, c'est cette notion, ce concept de dissuasion avancée. Alors là encore, c'est un concept nouveau et c'est bien sûr, il y a des choses très importantes qui ont été annoncées, mais c'est une construction progressive de ce concept qu'on a pu observer, avec finalement, je pense pour l'administration en cours, un travail continu depuis 2020 pour essayer de vraiment faire aboutir ce qui avait été annoncé dans le discours de l'école de guerre, où on avait déjà l'idée d'un dialogue stratégique avec les partenaires européens. Ce dialogue a pu avoir lieu de manière plus ou moins approfondie. Et donc, on a toute une démarche qui a été construite sur ces dernières années, qui a donc permis d'annoncer ici 8 partenaires principaux, avec la France va
coopérer sur sa dissuasion. La philosophie générale, je pense qu'il est vraiment important de retenir, c'est que cette idée de dissuasion avancée doit renforcer la crédibilité de la dissuasion, pour la France elle-même, avec l'idée qu'elle est plus crédible, plus forte si elle travaille avec ses partenaires européens, et bien sûr pour la défense de l'Europe de manière large, avec l'idée d'une contribution mutuelle des différents partenaires à la protection et à la sécurité du continent, la France, le Royaume-Uni pouvant apporter leur force de dissuasion indépendante, et puis d'autres pays apportant également des éléments. Et là, on retrouve cette notion d'épaulement qui s'exprime là encore très fortement dans le discours, l'idée que justement les partenaires, en investissant et en développant certaines capacités sur lesquelles ils ont des avantages ou déjà des forces, peuvent vraiment contribuer à solidifier et à crédibiliser l'ensemble de ce système dissuasif. Alors, il y a 3 domaines qui ont notamment été mentionnés, que vous connaissez: l'alerte avancée, la défense aérienne et antimissile et la frappe conventionnelle longue portée. Donc, différents éléments qui viennent, encore une fois, qui doivent apporter de la crédibilité à cet ensemble. En pratique, où est-ce qu'on se dirige? On a vu l'annonce, donc il y aurait des groupes de pilotage qui seraient mis en œuvre avec les 8 pays qui ont été cités. Certains ont déjà d'ailleurs été lancés, donc ça va continuer à fonctionner sur un modèle bilatéral avec ces 8 pays qui pourront être invités avec leurs forces conventionnelles à participer aux exercices nucléaires français. Et sur lesquels, de manière temporaire, il sera possible de stationner des éléments des forces nucléaires stratégiques françaises. Je pense, et pour terminer, qu'il y a 3 éléments qui sont intéressants de noter sur ce point-là. Le premier, c'est que les 8 pays qui sont concernés sont des pays qui, à différents niveaux, sont déjà acculturés ou ont déjà une expérience préalable des opérations nucléaires. Un certain nombre d'entre eux accueillent sur leur territoire des armes nucléaires de l'OTAN ou ont des avions habilités à emporter ces armes nucléaires. D'autres ont participé aux missions conventionnelles de soutien à la mission nucléaire de l'OTAN. Donc, c'est des pays qui avaient déjà une habitude, un intérêt pour ces questions-là, et donc qui ne partent pas complètement de zéro. Le deuxième point que je voulais souligner, et pour faire écho à ce que disait le président, dans ce discours, il y a évidemment plusieurs destinataires. Le principal, c'est l'adversaire que l'on cherche à dissuader, et je pense qu'on voit une intention vraiment du président de la République d'envoyer un message assez puissant à ce niveau-là, assez fort, et qui contraste peut-être avec les précédents discours qui, bien sûr, étaient dans des contextes différents et qui insistaient peut-être sur des éléments différents. Là, je pense que ce message de force est vraiment assez notable et clairement destiné à l'adversaire. On a un message à l'égard de nos partenaires et de nos alliés, un message qui cherche éventuellement à les rassurer sur des inquiétudes qu'ils pourraient avoir, et notamment le fait que la France construise ce concept de dissuasion avancée en opposition à ce qui existe à travers l'OTAN. Là, je crois qu'il y a un effort vraiment pour expliquer que c'est complémentaire et que la France ne cherche nullement à se substituer aux États-Unis ou à la mission nucléaire de l'OTAN. C'était un message important pour nos alliés. Et bien sûr, un message pour les Français. Et là, je crois que la volonté de rappeler encore une fois les grands principes de la dissuasion et son caractère indépendant sont pleinement là pour rassurer éventuellement et bien rappeler que de ce point de vue-là, la doctrine reste inchangée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, si vous voulez. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je souhaite tout d'abord remercier la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale de son invitation. J'en suis très honoré. J'aborderai, durant les 15 minutes qui nous sont imparties, la réception qu'a rencontré ce discours. Emmanuel Maître vient d'en faire l'exégèse, son contenu. Je vais essayer de synthétiser une réception qui est diverse, qui concerne le monde entier, on va le voir. Ce discours prononcé le 2 mars 2026 à Lille-Longue a eu un écho que n'avait jamais rencontré à ce niveau les discours précédents des présidents français. C'est vrai bien sûr en Europe, mais au-delà du continent. Alors j'insisterai en premier lieu sur cet intérêt. J'en viendrai ensuite à l'analyse qualitative de cette réception chez nos voisins européens, et ensuite
au-delà de ce cercle européen qui nous importe. Et ce sera l'essentiel de mon intervention. Je conclurai, si vous le voulez bien, en revenant aux équilibres de la doctrine nucléaire française par rapport à ce que cette réception externe dit de la manière dont nous étions perçus et dont nous allons l'être, l'acteur français, dans les relations internationales après ce discours. Alors, sur l'aspect quantitatif, je pense qu'il faut y revenir simplement une minute parce que nous n'avons pas en fait de base exhaustive de mesure finalement de cet écho qui est rencontré par les discours. On le perçoit, si vous voulez, intuitivement, mais c'est pas toujours mesuré. Alors j'ai essayé de mesurer cette réaction mondiale via l'agrégation d'un certain nombre d'indicateurs. Je passe sur cet aspect méthodologique. J'ai agrégé ces éléments, en particulier des tendances hein, de bruit, de références, que ce soit au niveau des think tanks spécialisés, mais comme de la presse généraliste, mais également de production, de vidéos, YouTube, de spécialistes, etc., etc. Donc j'en ai fait un indice normalisé en base 100 au mois du discours, à chaque fois, hein, depuis le discours de l'île Longue de 2006 de Jacques Chirac jusqu'à le deuxième discours de l'île Longue, finalement, celui d'Emmanuel Macron. Et j'ai suivi la décroissance de ces commentaires sur 12 mois, sauf pour le dernier qui nous intéresse, puisque, évidemment, il n'a qu'un mois d'existence hein, révélé et traçable. Si on superpose les courbes sur 12 mois, puisque nous allons parler de réception, eh bien, on observe des choses très intéressantes, très instructives. En fait, pour le discours de 2006 de Jacques Chirac à l'île Longue, celui de Nicolas Sarkozy à Cherbourg en 2008, celui d'Istres en 2015 de François Hollande, en fait, on note une très faible médiatisation structurée, avec quelques pics initiaux importants, mais une décroissance immédiate. En 2008 en particulier, la chute de l'intérêt externe avait été immédiate pour le discours de Nicolas Sarkozy à Cherbourg. Alors que la période 2020-2026, qui nous intéresse ici, qui culmine avec ce nouveau discours, eh bien on voit que la réception change totalement, non seulement en volume, mais en nature. Le discours du président Emmanuel Macron à l'école de guerre en 2020 avait déjà suscité une forte amplification académique et médiatique, et elle était portée par l'insistance déjà sur une dimension européenne, la dissuasion, le débat sur l'autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis, et cette montée en puissance qui était déjà mesurable. Je la retrouve dans les graphiques que j'ai fait, est largement dépassée en ce qui concerne le discours de l'île Longue. Le terme qui convient pour ce discours-là, concernant la couverture mondiale, c'est, je dirais, explosion. En fait, le pic initial est maximal, dû à un contexte géopolitique fracturé. On note un effet retour de la dissuasion dans tout le débat public. Le plus intéressant, me semble-t-il, c'est que la décroissance de l'intérêt mesuré sur le premier mois est extrêmement lente. Tous les jours, depuis un mois, des analyses du discours français sont publiées partout dans le monde par des think tanks ou des spécialistes de premier plan, et ce n'est pas fini. Si vous regardez ce qui s'est passé hier, par exemple, je recense, j'essaie l'intégralité des discours de premier plan concernant le discours de l'île Longue du 2 mars, on a encore une très forte production. C'est très intéressant, parce que ça veut dire que la tendance lourde, c'est que la dissuasion nucléaire française est devenue un objet de débat international permanent, et non plus un sujet quasi exclusivement national, comme c'était le cas auparavant. D'ailleurs, dans un cercle très restreint, et qui se parlait un peu à lui-même, d'une certaine façon. On pourra y revenir. L'aspect quantitatif, donc, est important. Mais on peut, évidemment, et il le faut, passer à l'aspect qualitatif pour peut-être en tirer quelques leçons, quelques perspectives. 3 éléments structurants, ici, de manière récurrente, dans les analyses internationales. Le premier, c'est la perception interprétative d'une européanisation partielle de la dissuasion française, qui s'appuie sur la possibilité d'un déploiement d'éléments de la force stratégique française, des forces stratégiques françaises sur le territoire d'alliés européens, participation accrue d'États, partenaires et des exercices. C'était très bien mentionné par Emmanuel Maître il y a un instant. Alors là, on est, attention, du point de vue de l'interprétation. C'est vraiment la réception. Certains partenaires interprètent tout ça comme le début d'un élargissement des intérêts vitaux français à l'Europe dans son ensemble. Et pour certains, comme éventuellement un relâchement du dogme de l'indépendance nucléaire française. Alors, comme nous le savons, la réalité est différente. Ça vient d'être rappelé à l'heure actuelle. Mais ces interprétations sont intéressantes à mentionner, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai dans un instant. C'est très bien de parler de soi,
c'est très intéressant et peut-être plus intéressant, je crois, de comprendre de quelle manière est reçu le message qu'on a voulu envoyer. Le deuxième élément que l'on voit dans toutes les interprétations et dans la réception, c'est parce qu'il est plus lisible, il est éminemment empirique, factuel, c'est le renforcement capacitaire. Le nombre de têtes, ça c'est lisible, c'est fort, c'est mentionné partout. Et le troisième élément commun dans toutes ces interprétations, et je parle ici vraiment du niveau international large, c'est le lien entre le discours français et un contexte géopolitique d'ensemble dans lequel il s'inscrit. Et c'est d'ailleurs ce troisième élément, me semble-t-il, qui doit nous amener à une constatation importante concernant la réception, la manière dont la France parle d'elle-même et se décrit à travers les discours présidentiels nucléaires. Si les réactions ont été aussi nombreuses quantitativement, si elles continuent à l'être, ce n'est pas seulement en raison du contenu du discours, mais bien précisément, mesdames et messieurs les députés, en raison du contexte dans lequel il a été prononcé. Et la pondération de ces deux éléments a donné naissance à une forme de bijection qui, à mon sens, n'a pas été assez soulignée. Les Français, de leur côté, se sont demandé, et d'ailleurs ils vont continuer à se le demander d'ici 2027, si le contexte méritait réellement un changement ou une inflexion majeure en termes de contenu. Tandis que les Européens et d'autres acteurs, eux, se sont demandé si ce changement de contenu était à la hauteur du changement de contexte tel qu'eux-mêmes le percevaient, et pas la France seulement. Et la dialectique croisée entre ces deux angles d'interprétation explique la diversité, mais aussi les discordances en réalité, que l'on peut relever entre les très nombreuses analyses et commentaires, très nombreux, qui ont été faits du discours de l'île Longue. Et c'est ici qu'on peut se référer, sans doute, me semble-t-il, pour tous les nucléaristes, à la théorie des images de Robert Jervis, qui est l'un des principaux représentants de la pensée stratégique nucléaire aux États-Unis, qui était, mais aussi l'un des fondateurs, ce qu'on appelle la psychologie politique internationale, qui fait partie de notre sujet. Pour lui, la perception, en particulier en matière nucléaire, dépend d'une image composée de deux éléments. En premier lieu, l'indice, qui concerne le message, le discours, l'action, qui permet de mettre en relation les intentions et les capacités de l'émetteur, ça c'est la France, mais il y a aussi autre chose, c'est le signal. Et le signal, il correspond à la transformation du message, de l'indice, en fonction de la croyance, de la culture d'origine et de la représentation du monde du récepteur. Et donc, pour comprendre cette diversité de réception et les distorsions entre indice et signal, ça c'est très intéressant à étudier pour bien comprendre la différence entre ce qu'on dit, nous, Français, cartésiens, qui pensons que tout ce qu'on dit est clair et va être reçu directement, et puis d'autre part, la manière dont c'est digéré ou pas, eh bien, je pense qu'il faut très rapidement synthétiser la réception du discours du côté français pour ensuite le comparer à une réception très contrastée de ce même discours au niveau international. Qu'est-ce qu'on a eu en France? On a eu, me semble-t-il, trois choses. D'abord, des centres de recherche et des noyaux d'experts qui observent un positionnement que j'appellerais, disons, prudentiellement révérentiel à l'égard des décisions officielles françaises, une sorte de consensus, l'augmentation de l'arsenal, la dimension européenne du discours, la dissuasion avancée sont des aspects innovants, bienvenus, qui crédibilisent l'engagement français en faveur de la défense de l'Europe, et en même temps, les mêmes commentateurs, premier groupe, conviennent que ces ouvertures préservent les fondamentaux du contrôle national, prudemment réaffirmés par le président. Et puis il y a d'autres groupes qui sont plus critiques. Il y a deux types. Il y a ceux qui auraient voulu moins, qui insistent sur les dangers d'une perte progressive d'indépendance et de crédibilité de la dissuasion nucléaire française. Et puis il y a ceux qui auraient voulu plus, par conviction, par exemple fédéralistes, européennes, assumées, qui attendaient des annonces plus fortes ou une extension plus explicite des garanties nucléaires françaises aux pays euro-otaniens exposés aux actions stratégiques de la Russie. Alors, c'est intéressant ce contraste déjà dans le débat français parce que du point de vue de cette tension fondamentale entre la prudence politique des uns et l'impatience stratégique des autres, on va trouver justement les mêmes points de correspondance, si vous voulez, les mêmes contrastes, globalement, dans la réception internationale du discours présidentiel du 2 mars. D'abord, en Europe, et plus largement dans l'ère euro-atlantique. Alors, mettons à part les États-Unis, je dirais que les arguments chez nos amis américains, nos alliés américains, ont peu changé depuis les mises au point anciennes des années 60-70. Je pense aux arguments d'Albert Wohlstetter, par exemple, dans son article classique, le partage des armes nucléaires et le problème du N+1e pays.
qui est publié en 61 dans Foreign Affairs, où, en gros, il minimise les dissuasions nucléaires nationales, leur intérêt, mais aussi la crédibilité relative de toute architecture de soi-disant partage nucléaire. Eh bien, aujourd'hui, même sous une forme qui est moins directe et affirmative, des experts, Heather Williams, aussi SAS, Vipin Narang, Akit Panda, voient dans le texte du 2 mars une évolution du discours français qui cherche à répondre aux doutes concernant l'engagement américain, précisément, mais dont la crédibilité opérationnelle est incertaine. C'est une vision américaine, c'est-à-dire que dès lors que, en dehors des États-Unis, un pays allié cherche à s'approcher d'une dissuasion plus ou moins étendue, eh bien, en fait, les Américains expriment un certain nombre de doutes, parce que pour eux, une dissuasion étendue de ce type, il n'y a que les États-Unis qui peuvent l'assurer. Je simplifie à l'extrême ici la réception. Pour ce qui est des États européens, le Royaume-Uni, qui est la seule puissance nucléaire dotée en dehors de la France, c'est un cas particulier. Les think tanks principaux britanniques, le débat dominant interprète le discours 2026 comme une tentative ambitieuse, mais structurellement contrainte de repositionnement stratégique français. La dissuasion française évolue d'un modèle strictement national vers un modèle, alors l'expression est utilisée, semi-collectif, sans atteindre une véritable dissuasion européenne intégrée. Ce qui se lit surtout dans ce débat anglais, c'est, je dirais, aussi une angoisse concernant la crédibilité, la perception d'une dissuasion nucléaire britannique de plus en plus associée à sa dépendance envers le partenaire américain. Et finalement, on a ici, à travers l'intérêt extrême pour le discours du 2 mars, du côté anglais, le rapprochement éventuel, convergence, avec une France qui, pour avoir investi tant d'années dans son autonomie stratégique propre, conserve une liberté d'action indépendante qui produit des résultats diplomatiques. Une sorte de diplomatie nucléaire. Ça intéresse beaucoup les Anglais qui, aujourd'hui, on regarde, les critiques sont très fortes dans le débat interne britannique, estiment que, eh bien, finalement, Londres ne peut plus, pour l'instant, produire ce type d'enchaînement, si vous voulez. Pour ce qui est de l'Europe, on a un trait psychologique commun qui réunit les pays, cette fois-ci, non dotés de l'arme nucléaire. Tous sont extrêmement inquiets, et ça se lit dans la réception du discours du président français, de la valeur, disons, évolutive, de la crédibilité attachée aux garanties de la dissuasion élargie américaine. Et la proposition française est d'abord évaluée et reçue en fonction de ce syndrome de vulnérabilité. En Allemagne, la ligne officielle est celle d'un soutien prudent. L'initiative française, en particulier celle du groupe de pilotage nucléaire franco-allemand, annoncée le même jour que le discours de l'île Longue, est perçue comme répondant, à son niveau, à la détente paradoxale des relations russo-américaines. Mais des inquiétudes s'expriment cependant dans le débat allemand interne à propos d'une possible dépendance stratégique vis-à-vis de Paris, une sorte de face-à-face, simplement avec Paris dans ce domaine du couplage dissuasif, conventionnel et puis nucléaire. L'autre inquiétude, c'est celle de la compatibilité de la dissuasion avancée française avec la posture nucléaire de l'OTAN. Et c'est là que le débat britannique, hanté par le déclin capacitaire, et politique d'ailleurs, se connecte avec un débat allemand hanté par l'éloignement américain. Ça produit d'ailleurs dans le débat allemand quelques, disons, suggestions de triangulation entre Londres, Berlin, Paris. C'est assez intéressant en termes de partenariat dissuasif, d'une demande allemande. On retrouve sans surprise, outre-Rhin, une dimension atlantiste toujours, qui reste malgré tout dominante pour le moment, avec des acteurs influents qui produisent beaucoup, comme le German Marshall Fund, avec une ligne traditionnellement imperméable aux aspects les plus gaulliens, disons, de la posture de défense française, mais qui, cette fois-ci, pour la première fois quasiment, eh bien, est contraint de reconnaît que la doctrine française est bien un élément central du débat stratégique euro-otanien dans le domaine dissuasif. Dans d'autres pays, la Belgique, le ton est relativement comparable. L'Institut Egmont évoque un complément réaliste à la dissuasion nucléaire de l'OTAN. J'ai pris l'Allemagne et la Belgique, j'aurais pu parler d'autres pays, mais voilà des pays qui font des lectures positivement minimalistes, je dirais, de l'ouverture française. En revanche, la Pologne, elle, est intéressante lorsqu'on prend l'intégralité des réactions, parce qu'elle interprète le discours français, je dirais, en termes de réception, de manière plus volontairement maximaliste. Et on note à Varsovie un soutien explicite au discours de l'île Longue qui tire l'interprétation de l'offre française vers une logique de renforcement collectif du bloc euro-atlantique contre la Russie et qui enrôle cette révolution supposée dans une logique qui pourrait justifier d'autres révolutions dans ce domaine. Je parle ici de l'ensemble du débat, pas seulement des réactions officielles.
d'autres révolutions, y compris la perspective d'un stockage de bombes nucléaires américaines sur le sol polonais, ou bien en cas de rupture du partenariat atlantique, ce que personne ne souhaite à Varsovie, vous l'imaginez, eh bien l'accès à une dissuasion nucléaire autonome pour Varsovie. Alors là, on est pour moi dans la politique fiction, mais on ne peut pas passer à côté du fait que ce débat existe, et en particulier en Pologne. Et donc, même si la dimension d'un chantage implicite à l'abandon des pays les plus atlantistes chez nos voisins vis-à-vis de Washington existe de manière générale, je dirais, dans la manière dont ils commentent et relaient la proposition française, eh bien, il est permis de penser que c'est sans doute la Pologne qui joue cette partition, qui est assez risquée d'ailleurs, de la manière la plus décomplexée, en tout cas la plus visible. Mais ce soutien, ce débat reste tout de même cadré. Les positions officielles réaffirment que l'OTAN demeure le pilier central de la sécurité de l'Europe, et le discours français est perçu comme un renforcement du dispositif existant, jamais comme une alternative à ce dernier. Si on élargit maintenant, et très rapidement, cette réception au grand large, et d'abord au groupe des pays, je dirais, alliés ou occidentaux, entre guillemets, bien que cette catégorisation me semble de plus en plus fragile, disons, analytiquement. On constate la réception, par exemple dans l'Indo-Pacifique allié, Japon, Corée du Sud, Taïwan, où on a beaucoup commenté le discours du président français, est en apparence très positive, mais que cet aspect positif doit être interprété à l'aune des singularités géostratégiques du pan oriental de l'échiquier eurasiatique. Les analyses japonaises, les analyses sud-coréennes rappellent que la crédibilité de la dissuasion, de toute dissuasion, étendue, avancée, élargie, est avant tout liée aux États-Unis. Tandis que la posture française est interprétée, dans ce cadre, comme un signal global de cohésion occidentale. Donc, réception favorable chez ces acteurs, qui repose sur 3 facteurs. La comparaison entre une menace russe persistante, particulièrement marquée en Europe du Nord et de l'Est, et une menace chinoise, ça les concerne, marquée en Asie de l'Est. Donc, la volonté d'un partage accru du fardeau stratégique au sein du camp occidental, pour répondre aux incitations américaines, et puis la recherche d'une complémentarité avec le parapluie nucléaire américain, plutôt qu'une substitution. Pour conclure, 2 autres groupes, Monsieur le Président, et je m'arrêterai là, sont à considérer en termes de réception, le Sud global et les puissances rivales. Le Sud global, bien cette expression, vous le savez bien, est fragile, est critiquable. Le Sud global n'est ni global, ni ne réunit pas des pays qui sont tous au Sud, évidemment. Mais pour simplifier, disons que ce Sud global est pris entre une forme de pragmatisme stratégique et une très forte critique normative. Pour les puissances émergentes intermédiaires, la réception du discours de Li Long est contrastée. Il y a une lecture réaliste, qu'on trouve en Inde, par exemple, qui reconnaît la nécessité d'adaptation des doctrines nucléaires à un environnement stratégique dégradé. Et donc l'Inde comprend ce qui a mené la France à ce recalibrage. Mais vous avez aussi d'autres pays, comme le Brésil, dans lequel le débat, lui, traduit une lecture normative qui dénonce une certaine incohérence entre renforcement des arsenaux, des puissances dotées, et discours de non-prolifération. Et là, effectivement, on parle beaucoup du traité de non-prolifération. Vous avez un pays qui nous importe beaucoup en France, du point de vue militaire et stratégique, c'est l'Indonésie. Elle est à la charnière des 2 positions. Position de dénonciation normative, position de compréhension en termes de réalisme stratégique. Enfin, dans un dernier groupe, c'est celui des puissances rivales, sans surprise, du point de vue de la réception. Eh bien, on voit un mixte entre contestation et instrumentalisation du discours français. L'accueil est très critique, la Russie, évidemment, avec une pointe de dédain ironique qui cible davantage le messager que le message lui-même. La presse chinoise, notamment China Daily, qui souligne que cette position française peut être dangereuse, avec un risque d'escalade, de fragmentation stratégique. En Iran, dans le Tehran Times, par exemple, la critique est plus explicitement normative et politique, avec une dénonciation de l'hypocrisie occidentale à propos des armes nucléaires et avec une rhétorique de dénonciation du double standard. En conclusion, nous voyons 3 constatations dans ce paysage. Je vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, de me pardonner pour avoir été un tout petit peu long. Mais le monde est vaste, malheureusement. 3 constatations principales peuvent être dégagées. Du côté des alliés et partenaires, le discours est perçu comme un complément utile, mais non substitutif à la dissuasion élargie américaine, ce que le discours français affirme d'ailleurs lui-même.
Du côté du Sud global, je simplifie, on note une ambivalence partagée entre reconnaissance des réalités stratégiques et attachement aux normes de non-prolifération. Et enfin, pour ce qui est des puissances, je dirais rivales, pour simplifier encore, elles interprètent le discours comme le symptôme de l'hypocrisie et de la militarisation occidentale, avec une dénonciation d'une prolifération verticale qui ne pourra que provoquer une prolifération malheureusement horizontale. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Sajek, merci, Madame Maître, pour ces propos liminaires. Vous aurez largement le temps de compléter par les questions qui sont nombreuses. Et nous allons commencer par les questions de groupe. Et nous commençons par le groupe Rassemblement National avec Franck Giletti. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur le Professeur, merci pour vos propos clairs et didactiques. On n'attendrait pas moins de professeurs. Alors, on parle beaucoup de dissuasion comme d'un héritage de la guerre froide. En réalité, elle n'a jamais été aussi centrale qu'aujourd'hui. Nous voyons réapparaître des logiques de puissance assumées avec des États qui réarment massivement, qui modernisent leurs arsenaux nucléaires et qui n'hésitent plus à intégrer la coercition stratégique dans leur doctrine. La Chine, notamment, change d'échelle avec une montée en puissance rapide et une doctrine encore largement opaque. Dans ce contexte, la France a réaffirmé son refus de la bataille nucléaire. La conflictualité accrue nous pousse donc à rehausser le niveau d'engagement d'une réponse nucléaire à une menace. Cela implique donc un réajustement des forces conventionnelles, car on ne fait pas la guerre avec le nucléaire, aussi appelé épaulement pour l'armée de terre, avec deux défis. Celui des effectifs, alors que le recrutement et surtout la fidélisation sont un défi pour les armées, et celui des moyens financiers dans un contexte budgétaire dégradé, pour ne pas dire catastrophique. Mais surtout, un élément nouveau bouleverse les équilibres, l'irruption de l'IA, l'intelligence artificielle, dans les systèmes militaires. On parle désormais d'aide à la décision automatisée, de détection prédictive, voire à terme d'intégration dans les chaînes de commandement. Or, la dissuasion repose précisément sur quelque chose de très humain, la rationalité, la responsabilité politique et la certitude que la décision ultime restera maîtrisée. Si cette chaîne devient plus rapide, plus opaque, plus technologique, alors une question se pose. Est-ce que cela renforce la dissuasion ou la rend au contraire plus instable ? À mon sens, nous faisons trop peu état de la montée en puissance de la Chine et de l'intégration progressive de l'IA dans ces systèmes stratégiques. Il m'intéresserait de connaître donc votre point de vue sur ce sujet. Merci. Merci, Madame. Monsieur, si vous souhaitez apporter des réponses, je vous en prie, Madame. Merci beaucoup. Alors, sur le point de l'intelligence artificielle et de l'intégration dans les chaînes de décision, c'est en effet quelque chose qui suscite énormément d'intérêt. Il y a des travaux très conséquents sur ces questions-là et également des réflexions diplomatiques au plus haut niveau, ce qui a conduit un certain nombre de pays en particulier à décider de prononcer un engagement politique. Évidemment, ce n'est pas vérifiable, mais en tout cas d'indiquer qu'ils gardaient toujours un humain dans les chaînes de décision et de refuser l'automatisation complète de décision d'emploi du nucléaire. Un engagement qu'a pris les États-Unis et la Chine en particulier pendant l'administration Biden. Ils avaient fait cette déclaration bilatérale, ce qui était considéré d'ailleurs comme quelque chose d'assez positif, parce qu'on sait que la Chine est toujours assez réticente à s'engager dans toute forme de maîtrise des armements ou tout type de mesures de retenue de cette nature. Et donc, c'était vraiment un premier pas assez intéressant. Ce qu'on peut dire de manière très, très rapide, c'est que sur ce point sur l'ensemble des travaux qui concernent l'intelligence artificielle et le nucléaire, on a une très, très grande majorité qui concerne justement cette question de la décision. Et ça concentre presque entièrement l'énergie et les débats, ce qui est logique parce que c'est extrêmement important, même si, comme vous l'avez dit, je pense que finalement, assez peu d'acteurs ont envie d'aller ou considèrent véritablement sérieusement l'idée de ne plus avoir le contrôle de cette décision, parce que il y a quand même pour tout dirigeant la volonté de garder une forme de contrôle, bien sûr, sur ce type de décision ultime. Donc je pense que c'est extrêmement important, mais finalement peut-être pas le plus probable ou là où les enjeux sont les plus réels. Et il y a plein d'autres applications de l'IA sur les opérations nucléaires qui doivent être observées, qui doivent être comprises. Et donc je pense que c'est important aussi de regarder tous ces éléments-là. Et encore une fois, il y a beaucoup de travaux sur la question et je pense que ça ne fera que s'accentuer parce que c'est clairement un sujet qui
restera d'actualité pour la Chine, mais en fait pour tous les États dotés, de manière potentiellement très technique, pas forcément aussi... n'attirant pas forcément autant l'attention que cette question de la décision, mais qui influe en fait de manière très large la manière dont les opérations sont conduites. Merci, je vous en prie. Merci, monsieur le député. Votre question, effectivement, pour peut-être centrer ma réponse courte sur la question de l'intelligence artificielle, la montée en puissance, évidemment, de ce dopage par l'intelligence artificielle, dopage en sens des performances, de la vitesse de réaction, de la vitesse de traitement, de la fusion des informations pertinentes sur du tactico-opératif jusqu'au stratégique et qui ouvre sur le politique, évidemment essentiel pour penser l'avenir de la dissuasion. Et là, il faut être en avance par rapport non seulement au développement technique, mais également à ce que ça produit, je pense, cognitivement, chez tous ceux qui sont concernés par l'aspect nucléaire militaire dans le cadre de cette verticalisation décisionnelle qui faisait auparavant de ce monde nucléaire un monde relativement étanche, stable, et on parlait le même langage, et on évoluait, on dialoguait au même rythme. Or, l'intelligence artificielle bouleverse évidemment cette réalité. J'ai été assez marqué personnellement par la lecture des travaux il y a quelques années de Rebecca Hersman aux États-Unis, qui pose le fait que auparavant on pouvait penser l'escalade de manière linéaire. C'est l'image de l'échelle que l'on monte et on se répond. C'est Herman Kahn dans le domaine nucléaire. Finalement, ça c'est assez... On peut gérer finalement. Mais aujourd'hui, pour elle, l'escalade se fait... Elle parle de wormhole escalation, c'est-à-dire wormhole escalation et escalade par trou de verre. C'est-à-dire qu'il y a des ouvertures subites, et ça c'est permis par l'IA, par le cyber, les signalements nucléaires par tweet aujourd'hui, quelque chose qui apparaît beaucoup plus volatile, si vous voulez, que ce qui existait avant. Des ouvertures, des tunnels de communication entre univers séparés qui étaient auparavant étanches. Comment faire en sorte qu'un signal, une ouverture de domaine dans le cadre d'une crise du nucléaire ne soit pas mal interprété, ou même qu'on ne laisse pas à des outils sur le plan instrumental, matériel, le soin de prendre des décisions ou de préparer des décisions qui seraient et se placeraient en dehors de notre capacité à évaluer les intentions, à évaluer le niveau de risque dans cette relation qui nous rend proches et à la fois éloignés de notre adversaire. Bon, il faut travailler sur la clarté des signaux, sur des canaux diplomatiques privilégiés, sur la connaissance du partenaire, et on revient à ce besoin dans le langage commun d'une stabilité et de retrouver pour moi quelque chose qui est à la base en fait de ce qu'est la dissuasion. C'est-à-dire la dissuasion, c'est d'abord une idée, la dissuasion, c'est d'abord une crédibilité, la dissuasion, c'est d'abord du cognitif, et ça repose sur une connaissance profonde, culturelle, partagée entre adversaires, entre partenaires, entre alliés. On doit surinvestir dans cette dimension, et donc parler à l'autre, le connaître, même si on lui est opposé, pour éviter justement que la dissuasion ne devienne un sujet finalement matériel, instrumental, technocentré, qui finira par nous échapper dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Donc ici encore, la vertu de prudence, la connaissance et le dialogue avec l'autre pour parer à quelque chose qu'on n'arrêtera pas. De toute façon, hein, ça va se déployer, donc il faut remettre de la diplomatie dans ces affaires. C'est absolument indispensable. Merci. La parole est à Natalia Pouzirev pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Président. Madame, Messieurs, donc, le discours prononcé par le Président de la République le 2 mars dernier constitue une adaptation de posture de notre doctrine de dissuasion, mais les fondamentaux demeurent: autonomie absolue de l'appréciation, de la décision, caractère défensif, centralité des intérêts vitaux et indépendance industrielle, vous l'avez souligné. La force de frappe reste ainsi une capacité strictement souveraine. Elle n'entre ni dans une logique de partage, ni dans une logique d'intégration à la planification nucléaire de l'OTAN. L'évolution réside dans le fait que la France assume plus explicitement la dimension européenne de ses intérêts vitaux.
complémentaire du parapluie nucléaire américain dans le cadre de la mission nucléaire de l'OTAN, dont, faut-il le rappeler, le coût reste important pour les alliés qui en bénéficient, ne serait-ce que par les achats de F-35, le stockage de bombes nucléaires. La dissuasion avancée esquisse ainsi l'opérationnalisation de la dimension européenne de notre doctrine, épaulée par un volet conventionnel. Elle offrira par la dispersion sur le territoire européen une profondeur stratégique nouvelle d'une grande valeur stratégique pour la France. Selon vous, quelle forme d'arrangement, de compensation peut-on imaginer avec nos partenaires pour répartir la charge associée à la dissuasion, notamment sur les volets dispersion des forces aériennes stratégiques et bien évidemment sur le volet de l'épaulement conventionnel? Merci. La parole est à vous. Madame, monsieur, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la députée, pour cette question. Je pense que vous l'avez souligné dans la question. Ce qui est intéressant avec cette conception française, c'est que ça se distingue justement de la dissuasion élargie américaine, où vous avez un partenaire ou un État qui indique qu'il envisage de protéger ses alliés grâce à ses capacités nucléaires. Évidemment, tout repose dans la volonté de ce partenaire de mettre en œuvre ses engagements au moment où les partenaires sont attaqués, mais il y a quelque chose d'assez vertical. Ici, avec la conception française et en fait la conception qui se co-construit avec les partenaires européens, on est sur une logique assez différente où il y a l'idée de contribution respective. Alors, j'appellerai pas forcément cela des compensations, mais vraiment plutôt l'idée que, en s'associant et en travaillant ensemble sur certains domaines, on rend mutuellement les capacités plus crédibles. Alors, bien sûr, la France apporte une capacité unique que n'ont pas les autres partenaires, à part le Royaume-Uni, bien sûr. Mais je pense que c'est vraiment l'état d'esprit de la démarche de souligner que grâce à leur capacité conventionnelle, les partenaires qui sont retenus, qui sont choisis, et en fait l'ensemble des États européens peuvent apporter de la crédibilité dans cette mission d'épaulement. Alors, ça peut se faire de manière très concrète sur certains sujets, sachant que, là encore, il ne s'agit pas de dire qu'on a besoin de ces partenaires pour faire fonctionner la dissuasion, parce que sinon, on mettrait en cause ce principe d'indépendance, mais plutôt, je pense qu'il y a en tout cas vraiment moyen de trouver cette nuance et de dire on peut le faire tout seul, mais si on le fait avec eux, on est encore plus efficace. Et si on ajoute leur capacité, par exemple, quand on conçoit un raid aérien, si on imagine qu'on ajoute des forces aériennes des États partenaires, ben, potentiellement, ce raid sera plus efficace ou mènera sa mission de manière plus sûre. Donc, ça ne veut pas dire que, encore une fois, on ne peut pas le faire seul, mais on le fera mieux, sans doute, avec eux. Et en tout cas, là encore, question de perception, l'adversaire considéré aura sans doute davantage confiance dans le fait que la France sera en mesure de mettre en place les menaces qu'elle profère. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point important sur l'épaulement vraiment direct, l'épaulement au premier sens du terme, qui est de dire, ben voilà, ces pays ont des capacités de renseignement qui peuvent nous servir dans la planification, ils ont des capacités qui peuvent servir dans le combat aérien. Ils ont des capacités, des navires, des flottes importantes pour certains, qui peuvent éventuellement aider à certains moments, ou alors aider sur certaines missions, ce qui nous permet, nous aussi, de recentrer nos capacités sur la protection des forces nucléaires. Ça, c'est vraiment au sens le plus direct. Ensuite, au sens un petit peu plus large, mais néanmoins vraiment essentiel, et je pense que ça a été aussi dit dans le débat, la dissuasion nucléaire française est là pour répondre à des circonstances extrêmes, dans des cas vraiment très particuliers, mais elle n'est crédible finalement que si on est capable de dire que sous le seuil nucléaire, il y a une défense conventionnelle qui peut répondre et prévenir des agressions, encore une fois, au-dessous du seuil. Et là, bien sûr, travailler avec les Européens et agréger les forces de ces partenaires aux nôtres, a vraiment pour mission, enfin, il y a vraiment une conviction très forte que ça permet d'être plus crédible, là encore. Et donc, cet épaulement se fait aussi sous le seuil
sous le seuil nucléaire. Donc je pense que c'est vraiment un intérêt mutuel à travailler ensemble. Je ne pense pas que la logique soit de dire il nous faut quelque chose en retour, mais plutôt nous, on sera plus efficace, on sera plus crédible et on sera plus fort, et vous et les partenaires européens le seront aussi. Donc la force peut-être de cet arrangement par rapport à la situation de la dissuasion élargie américaine, c'est vraiment de dire que les deux, finalement, ont un intérêt mutuel à faire fonctionner ce dispositif. Et c'est pas une solidarité française pour le principe de la solidarité ou une forme de générosité de dire on met finalement aussi notre survie en question pour sauver nos partenaires. Non, c'est vraiment essayer de renforcer les capacités de manière mutuelle. Simplement, merci pour... en un mot, je trouve ce moment très intéressant. Et votre question touche à quelque chose de central, Madame la députée. Je partage entièrement ce que vient de dire Emmanuel Maître. Il faut avoir les idées claires de ce point de vue-là. Et sans doute, moi je trouve ça passionnant parce que ça nous oblige à travailler sur les définitions et à replonger véritablement dans ce que sont les discriminations en termes de concept, en termes de clarté pour nous-mêmes et pour les autres. Et l'enjeu est fondamental. La contribution articulée, ce n'est pas la complémentarité, qui n'est pas l'interdépendance, qui n'est pas la mutualisation. Et en fait, la contribution articulée que l'on décrit ici, qui va vers une forme de complémentarité, il y a du conventionnel et du nucléaire, ce qui ne veut pas dire que les Français vont arrêter de faire du conventionnel. Il faut absolument qu'on renforce nos armées, notre armée de terre, il faut qu'on regagne de l'épaisseur sur le plan conventionnel. On ne va pas faire... les Français s'occupent, les Américains, les Français font la cuisine et puis les Européens font la vaisselle. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Donc complémentarité, contribution articulée, qui va vers une forme de complémentarité qui n'est pas exclusive, séparée. Mais après, c'est quand on passe au stade de l'interdépendance et éventuellement de la mutualisation, ça commence à poser des problèmes. Parce que là, effectivement, on peut, et beaucoup se poseront la question d'une perte de crédibilité du discours et aussi des moyens et de la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire française, parce qu'elle repose d'abord et avant tout sur une autonomie stratégique complète qui permet une indépendance politique réelle et qui crédibilise notre proclamation de souveraineté. Et voilà l'enchaînement. Si on commence à faire payer par les autres des pans, même cousins, voisins de ce qui est le cœur de notre dissuasion nucléaire, alors effectivement on rentre dans un processus qui atteint petit à petit et par effet cliquet une partie de notre souveraineté. Donc là, de notre autonomie et donc de notre indépendance. Et donc là, il faut faire très attention. Voilà, je pense que non, on n'a pas besoin de l'argent des autres, il ne faut pas avoir ce discours-là. En revanche, oui, complémentarité et contribution articulée, il faut qu'on aille ensemble davantage vers cet ensemble dissuasif un peu articulé qui nous permettra d'être beaucoup plus crédibles vis-à-vis des menaces. Et je ne parle pas seulement, il ne faut pas parler seulement de la Russie, il faut voir loin dans l'avenir et à 360 degrés aussi de ce point de vue-là. Merci. La parole est à Aurélien Saint-Toul pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci Monsieur le Président, merci Madame, merci Monsieur le Professeur pour vos éclairages. Je note une grande continuité dans vos interventions. Vous êtes venus chacun au moins une fois ces dernières années. Je me rappelle que vous évoquiez déjà la question du langage commun à propos de la Russie et de l'invasion de l'Ukraine. En définitive, ce qui est en question, c'est le risque du malentendu. C'était aussi le fond de la question concernant l'IA. À ce propos, je m'inquiète un petit peu d'une forme de légèreté qu'on pourrait manifester en embrassant un peu rapidement les thèmes de la défense antimissile, de l'alerte avancée et de la frappe dans la profondeur. Et je sollicite votre éclairage sur ce point, parce qu'il me semble que la recherche d'un épaulement conventionnel traduit une volonté de relever le seuil nucléaire, c'est évident, mais que cette volonté pourrait conduire précisément à modifier les perceptions chez nos rivaux, disons, voire nos adversaires, et que cette déstabilisation, ou en tout cas se bouger, on pourrait conduire à une forme de déséquilibre. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, Monsieur Zajek, vous aviez évoqué le fait qu'il y avait une forme de stabilité jusqu'à présent. C'est ce que produit la dissuasion, c'est ce qu'on recherche. Est-ce que, afin de satisfaire certaines demandes perçues ou crues chez nos partenaires, on ne prend pas un risque,
Je vais vous donner un exemple très concret pour qu'on se dise les choses. Par exemple, nos partenaires ont un intérêt différent à disposer de moyens de frappe dans la profondeur, parce que d'une certaine façon, ils considèrent qu'ils ont besoin d'une dissuasion plus conventionnelle à l'égard de la Russie. Est-ce que ça n'est pas, d'une certaine façon pour nous, accepter l'idée que l'Europe deviendrait un théâtre de guerre, ce qu'elle ne devait pas être dans nos esprits il y a encore peu? Merci. Merci, madame. Monsieur, je vous en prie. Merci beaucoup. Je pense que on a en France eu la même réflexion que dans les autres États dotés, mais on n'a pas forcément exprimé les choses de la même manière pendant très longtemps. Et c'est vrai que cette idée qu'il fallait des capacités du haut du spectre au niveau conventionnel pour assurer la crédibilité de la dissuasion est quelque chose qu'on n'a pas forcément entendu très publiquement chez nos plus hautes autorités armées, avec l'idée que ça pouvait décrédibiliser la dissuasion nucléaire en justement laissant entendre qu'il était possible de mener une guerre de forte intensité au niveau conventionnel, ce qu'on ne voulait pas laisser entendre. Néanmoins, d'une part, le discours français était sans doute un petit peu volontairement contraint pour différentes raisons politiques. De l'autre, la réalité fait que sur les dernières années, on a observé quand même que des États dotés de l'arme nucléaire étaient soumis à des attaques conventionnelles d'assez haute intensité. Bien sûr qu'on parle des frappes ukrainiennes en Ukraine ou même de l'invasion d'une partie très très limitée, mais néanmoins du territoire russe, les frappes massives iraniennes sur le territoire israélien, tout ça fait qu'il est assez impossible d'être muet sur la question et de ne pas envisager qu'à un moment, un État doté de l'arme nucléaire puisse subir des attaques conventionnelles sur son territoire qui restent sous le seuil de la dissuasion. Donc je pense qu'on est obligé d'être un petit peu plus disert sur la question, et c'est pourquoi on a vu vraiment fleurir les réflexions sur la notion d'épaulement conventionnel. Alors après, je pense que votre inquiétude est logique et du coup nécessite et justifie d'être un petit peu, d'avoir un dialogue très honnête et très franc avec les partenaires. Et je pense qu'il existe d'une certaine manière. Par exemple, sur la question de la défense antimissile, on sait qu'il y a eu et qu'il y a toujours des frottements entre l'interprétation française, l'interprétation de certains de nos partenaires, en particulier en Allemagne, où on va, je pense, quand même vers un terrain d'entente où il y a vraiment un effort côté français pour expliquer que ça ne peut pas être une substitution à la dissuasion, qu'on ne peut pas rentrer dans le mythe qu'on peut réussir à protéger intégralement son territoire et que ça nous conduirait tout simplement à des investissements colossaux et inutiles d'un point de vue... parce que finalement, ce serait illusoire d'imaginer une protection totale. En revanche, l'idée que ces capacités puissent avoir un rôle limité, très précis sur certaines missions pour protéger certains sites, etc., ça peut être quand même cohérent et acceptable, y compris du point de vue de notre doctrine. Donc ce dialogue, il est absolument nécessaire. Comprendre pourquoi on investit dans les capacités sur les trois aspects. Quel est vrai, et je pense que c'est important de ne pas utiliser ces termes comme une sorte de formule agréée où il nous faut tout ça parce qu'on a décidé qu'il fallait. Ça doit faire l'objet d'une réflexion très précise sur le concept d'emploi, pourquoi, comment, où, etc. Et je pense que c'est peut-être pas encore suffisamment le cas, mais cela dit, il y a une forme quand même de consensus sur l'idée qu'il va falloir des choses au niveau de l'épaulement conventionnel. Après, en effet, c'est essentiel de s'accorder. Et il y aura aussi potentiellement des concessions à faire avec certains de nos partenaires, parce qu'on ne peut pas imposer entièrement notre vision sur tous les aspects. C'est normal et c'est logique. Mais bien sûr, éviter de rentrer dans des investissements qui n'auraient pas d'intérêt réel et qui viendraient faire des dépenses inutiles. Je pense que c'est tout l'enjeu de ce qui va aussi se dire dans les dialogues qu'on va avoir avec les différents États. Merci, Monsieur Zajac, peut-être. Monsieur le Président, merci. Monsieur le député, merci beaucoup de votre question. Effectivement, alors on ne redécouvre pas, mais je dirais que la question reprend une importance que certains avaient peut-être oubliée. À l'origine de la mise en place d'une certaine stabilité, disons, stratégique, même si le concept est remis en question par un certain nombre de théoriciens ou d'historiens de la dissuasion nucléaire, dans les années 60-70, je dirais, oui,
si on est arrivé en 1972 entre les Russes et les Américains à signer le traité Anti-Ballistic Missile, c'est parce que on avait réfléchi sur cette relation à la fois qui peut être stable mais aussi instable entre les aspects défensifs et offensifs en dissuasion. Et la défense antimissile en fait partie dès les années 50 en fait, avec les programmes Sentinel, Nike du côté américain, comme Galoche du côté russe, etc. Donc là, c'est quelque chose qui a toujours été fondamental en fait, central, et on le redécouvre aussi parce que eh bien c'est relié à la question tout à l'heure, monsieur le député, que vous me posiez, c'est parce que les communications, la vitesse, les perturbations s'accélèrent. Et peuvent effectivement brouiller cette architecture, cette cathédrale qui était systémiquement très stable, où on savait dans quelle pièce on entrait, quelle température on était, avec qui on parlait, et tout ça est en train disons pas de vaciller, mais en train de se compliquer. Donc, oui, vous avez raison, c'est central. C'est d'autant plus central que si on revient au texte, effectivement, le président Macron parle dans le texte d'alerte avancée pour détecter, de défense aérienne élargie pour se prémunir, de frappe dans la profondeur pour contrer et agir au plan offensif. Ce discours mentionne de nouvelles options pour gérer conventionnellement l'escalade avec des missiles, et je cite de nouveau, à très longue portée. Donc effectivement, il y a des questions légitimes qui se posent. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer à proximité immédiate de la voûte nucléaire pour qu'elle ne soit pas percutée en réalité. Et ce qui se passe à proximité immédiate de cette voûte, c'est aussi, et ça peut être, un échange de coups dans la profondeur avec des armes conventionnelles qui peuvent être très destructrices. Voilà. Donc ici, l'important, c'est d'abord de se dire que ce n'est pas la frappe en elle-même qui compte absolument, ou dans ce cadre-là, frappe dans la profondeur, en liaison avec toujours cet équilibre défensif-offensif, c'est la cible qui est détruite. Lorsqu'on frappe à proximité d'un radar d'alerte avancée qui appartient au dispositif de dissuasion nucléaire russe, c'est pas la même chose que si on fait une frappe anti-force simple ou au niveau tactico-opératif, disons. Donc là, ce qui est important, en fait, c'est vraiment, encore une fois, et j'y reviens, c'est la manière dont on utilise ces frappes pour signaler une résolution ou signaler qu'on approche d'un côté comme de l'autre de cet espace extrêmement délicat qui est celui de la proximité immédiate de la voûte nucléaire, où on passe du conventionnel au non conventionnel. Donc je pense vraiment qu'il faut replacer toute cette problématique dans le cadre de cet enjeu, ce qui pose la question des seuils et de la voûte. Moi, je sais parler d'eux, en tout cas, je fais la distinction. Mais en tout cas, on a besoin de réfléchir à nouveau là-dessus, et je pense qu'il est très sain qu'il y ait un débat sur cette partie du discours présidentielle, ces nouvelles options pour gérer conventionnellement l'escalade, cette frappe dans la profondeur, sur l'articulation entre le conventionnel et le non conventionnel, sur ces missiles. Alors, est-ce qu'on veut un jour envoyer un contre-signalement dans le cas de lancement d'un missile Orychnik à capacité duale, par exemple, qu'il frappe depuis l'Ukraine ou depuis un territoire couvert par l'article 5, ou le TFUE d'ailleurs, ce qui nous imposerait de nouvelles modalités de gestion de l'escalade? On doit penser tout ça. Et on doit reprendre à une gestion fine, je pense. C'est ici un enjeu, je pense, vous avez raison, important, de ces voiles, de ces seuils qui nous mènent parfois insensiblement du conventionnel au non conventionnel et à la proximité immédiate de la voûte. Et encore une fois, ça ne concerne pas seulement nos relations avec la Russie, à mon avis, dans les 15 années qui viennent. Donc c'est tout un chantier qu'il va falloir ouvrir conceptuellement, matériellement et politiquement. Merci. La parole est à Anna Pic pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, l'Europe fait face à une nouvelle réalité nucléaire. Plusieurs chocs externes ont remis en question l'architecture de sécurité collective du continent européen. Je pense évidemment au nouvel impérialisme russe et à la coercition nucléaire qui ont réintroduit la menace d'une escalade sur le continent et soulignent dans le même temps l'importance d'une dissuasion nucléaire crédible. Je pense à l'érosion de l'architecture de maîtrise des armements. Je pense à la fragilité de la dépendance historique de l'Europe, à la dissuasion élargie américaine et à la rupture stratégique liée à l'évolution de la politique américaine, et c'est ce que nous soulignent les Polonais notamment. Je pense enfin à la crainte d'une coordination croissante entre les puissances révisionnistes dotées de l'arme nucléaire. Dans un
tel contexte, le danger majeur est sans doute l'émergence d'un déficit, en tout cas dans l'esprit de certains, de la dissuasion, autrement dit d'un décalage entre les intérêts à défendre, la capacité à les défendre et la perception de nos adversaires s'agissant de notre crédibilité. Si le contexte, on l'a vu au niveau européen, indique dans la réception du discours du président de la République que c'est finalement un constat partagé en Europe, on voit des réponses assez diverses. L'Allemagne a initié un dialogue avec Paris sur le nucléaire, tout en excluant un programme national et en privilégiant un bouclier intégré à l'OTAN. L'Espagne rejette la logique du réarmement nucléaire. La Pologne, à l'inverse, exprime une urgence sécuritaire immédiate. Donc, de fait, le président a annoncé une adaptation de notre doctrine française pour répondre aux enjeux susmentionnés et rassurer nos alliés. En attendant de savoir comment tout cela va se dérouler, nous avons noté qu'il y avait l'absence dans ce discours de la notion pourtant historique de la stricte suffisance, que dans le même temps est annoncée la hausse du nombre de têtes. Qu'est-ce à dire? Est-ce que cette notion de stricte suffisance est abandonnée? Et cette augmentation du nombre de têtes signifie-t-elle aussi, en parallèle, une augmentation du nombre de porteurs et de vecteurs dans notre arsenal? Merci. Je vous en prie. Madame la députée, merci beaucoup. C'est une question sur laquelle il n'est pas forcément facile de répondre parce qu'on n'a pas encore énormément d'éléments. Je pense que sur le concept en lui-même de stricte suffisance, le message que l'on a reçu pour l'instant, c'était qu'il y avait une volonté de reformulation et d'adaptation de certains concepts qui ne sont pas forcément complètement abandonnés ou caducs, mais pour lesquels il a été fait un choix et on peut en revanche là être absolument sûr que le choix est assumé et c'est pas un hasard si le terme n'a pas été retenu. Je pense que sur le principe lui-même qui est de dire le président, quel qu'il soit, construit l'arsenal en fonction de ce qu'il veut être capable de détruire, de ce qu'il estime suffisant pour qu'un adversaire renonce à son agression et des capacités techniques qu'il faut pour mener à bien cette mission, ce calcul me semble être encore fondamental dans la manière dont l'arsenal va être construit. Sur les motifs d'augmentation, donc on voit dans le discours l'idée qu'il faut être capable de dissuader potentiellement deux adversaires ou plusieurs de manière conjointe, ce qui est intéressant parce que du coup c'est une logique qu'on avait beaucoup dans les réflexions stratégiques américaines jusqu'à présent, avec l'idée d'avoir une compétition contre deux paires nucléaires et l'idée justement que ça pouvait amener les Américains à réaugmenter également leur arsenal. Donc c'est assez intéressant de voir ce concept d'une certaine manière adapté aux réalités françaises. On peut aussi se demander dans quelle mesure l'idée que nos potentiels adversaires, qui encore une fois ne sont pas que la Russie, se dotent de capacités de défense antimissile, puissent aussi conduire un pays comme la France à réaugmenter son arsenal pour s'assurer que dans le futur, même si a priori aujourd'hui il y a une grande confiance dans les capacités à pénétrer un bouclier défensif adverse, qui sont encore une fois assez fragiles à l'heure actuelle quand on envisage d'utiliser des armes de haute pointe technologique, on sait que ces boucliers ont de nombreuses failles, mais néanmoins, dans l'avenir, on ne peut pas forcément être à l'abri de ruptures technologiques qui pourraient conduire à une plus grande vulnérabilité. Et puis, troisième hypothèse qui, je pense, peut aussi jouer un rôle, c'est l'idée de signalement, alors un rôle que je dirais plus politique, peut-être même un peu symbolique, mais pour dire justement peut-être à nos adversaires, à nos partenaires, que le fait qu'on envisage notre dissuasion dans un contexte largement dégradé par rapport à cette stricte suffisance telle qu'elle avait été construite à la fin de la guerre froide, il faut revoir l'arsenal à la hausse pour indiquer qu'on prend en compte cette détérioration du contexte, que aussi on a des partenaires et des alliés qui ont une demande par rapport à ça, et donc ça peut aussi être une manière de traduire l'engagement français. Donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent avoir conduit à cette décision. Et sur l'aspect technique, c'est vrai que du coup, simplement rehausser le nombre d'armes ne conduit pas forcément à des avantages stratégiques importants. Donc on peut se demander si ça va se répercuter sur les forces
océaniques stratégiques. Donc ce serait plutôt dans ce cadre-là avoir plus de tête sur les missiles déployés, sur les forces aériennes stratégiques, avec peut-être en effet plus de vecteurs dans le cadre du nouvel missile de croisière SN4G. Là, on n'a pour l'instant en effet pas d'informations sur les choix qui seront retenus. Merci. Oui, le fait qu'on ne communique plus, donc on fait comme les Britanniques sur le nombre d'armes, qu'on annonce une montée en puissance sans la détailler, ne signifie pas, selon moi, mais c'est parfaitement subjectif, hein, que l'on quitte la logique d'ensemble de ce qu'était... alors, on a beaucoup de collègues qui n'aiment pas strict, dans l'expression stricte suffisance. Mais cette suffisance, les Britanniques disent dissuasion minimale. Mais qui est une dissuasion suffisante si vous voulez, fonctionnellement. En gros, c'est pas parce que la France annonce ça. Alors ça a d'autres effets potentiellement, disons, négatifs du point de vue de notre image. On va bientôt avoir des discussions dans le cadre du TNP par rapport à notre image et notre rôle en la prolifération, etc. On en parlera peut-être plus tard. Mais ça ne veut pas dire que la France choisit le chemin de l'escalade en termes on n'est pas dans une course aux armements. Et je crois qu'on continuera à être perçu, et cette position me semble tout à la fois, c'est vrai, moins explicite, mais du point de vue de l'implicite, personne ne pense que la France se lance dans une course aux armements qui va nous amener à 1000 têtes ou à 600 têtes. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On ne va pas faire la course par rapport à ce qui est en train de se passer, une tripolarisation atomique sur le plan quantitatif entre la Chine, la Russie et les États-Unis. On reste sur du P3+2 avec des Britanniques et des Français, simplement qui augmentent, disons, le voile, le sfumato autour de leur quantitatif, mais très clairement, on ne va pas passer dans une autre catégorie, voilà, de ce point de vue-là. Et ça me semble très bien, prudent et adapté à ce qu'est notre dissuasion, ce que sont les enjeux que l'on défend et ce qu'est notre identité stratégique. Voilà, je suis pas inquiet de ce point de vue-là. Merci. La parole est à Valérie Bazin-Malgras pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Professeur. Au nom de la droite républicaine, je vous remercie pour votre présence, ainsi que pour vos propos liminaires très complets et très précis. Je voudrais vous interroger sur la place du Royaume-Uni dans la dissuasion nucléaire européenne. En juillet 2025, la déclaration de Northwood affirmait que les moyens de dissuasion respectifs de la France et du Royaume-Uni peuvent être coordonnés. Cette déclaration précise que tout adversaire menaçant les intérêts vitaux du Royaume-Uni ou de la France pourrait être confronté à la puissance des forces nucléaires des deux nations, et ces intérêts vitaux intègrent toute l'Europe. Après la déclaration des Chequers en 1995 et les accords de Lancaster House en 2010, cette déclaration représente une étape supplémentaire dans le rapprochement entre les deux puissances nucléaires européennes, préalablement à l'annonce du concept de dissuasion avancée incluant le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a également fait le choix de réinvestir sa dissuasion nucléaire en remplaçant sa composante nucléaire aéroportée. Pour autant, le Royaume-Uni reste dépendant des États-Unis pour pouvoir faire usage du feu nucléaire, ce que confirme l'acquisition de F-35A américains pour la composante aéroportée. Dès lors, à quel point peut-on réellement compter sur un engagement égal du Royaume-Uni dans cette coopération nucléaire ? Je vous remercie. Je vous en prie, Madame. Merci beaucoup. C'est en effet un point central et je pense que c'était vraiment essentiel d'essayer dans cette démarche, encore une fois, qui s'est construite par le gouvernement Macron depuis 6 ans, d'accrocher les États-Unis à ce projet, je dirais pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a vraiment une forme de crédibilité politique dans cet engagement. La France et le Royaume-Uni, quand on regarde justement les réactions de nos partenaires européens ou l'image que l'on peut avoir, ont des forces peut-être un peu complémentaires. La France, en effet, son autonomie, son indépendance est toujours saluée comme quelque chose de très précieux. Mais le Royaume-Uni a peut-être aussi l'image d'un allié assez fidèle et sur lequel on peut compter. Et donc, en fait, on a constaté, enfin, en discutant et en lisant aussi les réactions, que l'association des deux paraissait assez positive pour nos partenaires européens. Elle peut aussi paraître positive
aux yeux des puissances que l'on cherche à dissuader. Encore une fois, on a dit dans la déclaration de Chequers à laquelle vous faites référence qu'on n'envisageait pas de scénario dans lequel les intérêts vitaux de la France étaient menacés et pas ceux du Royaume-Uni. Finalement, avec la déclaration de Northwood et puis le discours de Lilong, on arrive à un scénario où, de fait, même s'ils ne l'ont jamais dit, les Britanniques doivent reconnaître qu'ils n'envisagent pas de scénario où les intérêts de l'Europe soient menacés et pas les leurs, puisque si on fait le triangle, les intérêts français, les intérêts de l'Europe, les intérêts britanniques, tout ça fait qu'ils sont raccrochés dans cette réflexion. Donc je pense que d'un point de vue politique, c'était vraiment essentiel. Alors en effet, il y a cette question de l'indépendance sur une partie en fait très importante de leurs composants, pas sur la décision politique a priori, même si on sait qu'ils ont construit leur dissuasion dans une réflexion largement otanienne, ce qui correspondait aux scénarios les plus crédibles d'emploi et qui restent, je pense, quand même des scénarios assez crédibles et assez importants. Je pense qu'on voit côté britannique une volonté d'aller un petit peu sur les deux tableaux, en effet, continuer vraiment et investir dans la mission de l'OTAN avec les F-35, avec le retour dans la mission nucléaire, mais aussi avec le travail avec la France, se constituer un petit peu une autre voie. Donc c'est une posture pas forcément très confortable. Je crois que c'est M. Zaschek qui disait ça tout à l'heure, de nos partenaires britanniques, mais qui reste néanmoins assez incontournable d'un point de vue politique, je pense, dans cette construction d'une dissuasion européenne, plus européenne. Oui, oui. Il y a peu de choses à rajouter. Je voudrais simplement insister sur un point, c'est allez, je vais utiliser ce mot-là, la très grande détresse d'un certain nombre de participants, d'auteurs, de spécialistes, d'experts du débat britannique aujourd'hui, dans le domaine nucléaire auquel vous faites allusion, bien sûr, mais dans le domaine conventionnel, dans l'aspect d'une dissuasion, si vous voulez, générale, intégrée du Royaume-Uni, il y a une détresse, il y a un très grand sentiment de déclassement, si vous voulez, relatif, mais du point de vue de la crédibilité politique, du rayonnement sur le plan stratégique, etc. Et donc, ce discours français est aussi vu comme la capacité pour un acteur qui est pensé comme finalement un acteur qui est à la fois un allié, mais aussi un père, PAIR en termes de positionnement, la capacité de la France à transformer, je l'ai dit tout à l'heure, mais cette autonomie stratégique, un investissement dans lequel le peuple français, tout entier, à sacrifier un certain nombre de choses depuis des dizaines d'années, la capacité à transformer ça, à le convertir en finalement un positionnement qui souligne l'indépendance politique de la France avec un capital qui peut être mis à disposition de manière souveraine de l'Europe dans son ensemble. Et c'est vrai que c'est une séquence qui n'est pas facile à enchaîner pour tout le monde. Et en tout cas, le Royaume-Uni aujourd'hui, beaucoup d'experts disent mais on n'est plus capable de faire totalement ça. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour ne pas décrocher? D'abord, réaffirmer le rôle central, et on revient à la déclaration d'Ottawa, on revient effectivement historiquement à cette dissuasion nucléaire britannique qui a été mise à disposition au service de l'OTAN, beaucoup plus explicitement que la dissuasion française, en particulier après 66, mais bon, je simplifie. Donc il y a cette dimension-là, réaffirmer les choses, capitaliser sur, c'est vrai, cette confiance qu'ont nos partenaires européens dans cette stabilité britannique dans le cas euro-atlantique et otanien, dans le cadre du NPG, dans le cas de... Voilà. Et puis, sur le dernier point, essayer de rattraper son retard sur le plan capacitaire, et là, ça va être très difficile. Parce qu'en réalité, de choix capacitaires structurants de dépendance relative ou complète vis-à-vis du partenaire américain, en choix technologique, on étale les programmes, on n'investit pas assez dans le conventionnel, comme, eh bien, finalement, le Royaume-Uni est arrivé à une situation aujourd'hui qui va lui demander des années, alors je vais être gentil, des années, pour, si vous voulez, retrouver une crédibilité, une assurance, une sérénité en fait, en termes de discours, qui lui manque aujourd'hui. Donc c'est un partenaire qu'on ne peut pas laisser de côté. Il faut qu'on soit proche d'eux, il faut qu'on discute avec eux. Northwood est une bonne chose. Maintenant, juste un point. Il faut qu'on soit proche d'eux. Nous n'avons pas le choix, c'est une très bonne chose, et nos intérêts convergent. Maintenant, est-ce que nos intérêts vitaux, je vais peut-être me mettre un peu de côté par rapport à ça, sont toujours, dans toutes les situations,
à l'avenir, aujourd'hui et à l'avenir, identiques. Il n'y a pas de scénario que nous imaginons dans lequel... Moi, je suis assez... un peu dubitatif par rapport à ça. Par construction, si vous voulez, un intérêt vital, ça n'existe en toute rigueur logique que pour chaque pays européen considéré spécifiquement si on prend le mot vital au sérieux. Ça, c'est du réalisme politique. On prendra tous les risques pour sa propre vie, mais seulement certains risques, fussent-ils importants, et peuvent être très importants, pour sauver celle des autres. Ça n'empêche pas l'existence d'une communauté de destin entre tous nos pays, et bien sûr qu'on est extrêmement proche des Britanniques. Maintenant, attention à ne pas mettre de côté des scénarios dans lesquels, vraiment dans une situation de survie, une situation qu'on n'aurait pas envisagée, eh bien on se retrouve dans une situation où on réapprend la différence entre un intérêt vital, c'est le tout et le rien, et l'intérêt national, c'est le plus ou le moins. Et là, dans cet écart, parfois, dans des situations ultimes, il faut y penser, eh bien, on se rend compte que les grandes déclarations de convergence absolue des intérêts vitaux de plusieurs partenaires, quand c'est la vie et la mort d'un pays qui est en jeu, eh bien, elles deviennent à leur tour relatives. Donc là aussi, les mots sont importants, la proximité stratégique, l'intimité stratégique qu'on a avec le Royaume-Uni ne doit peut-être pas toujours être déclinée, à mon avis, sous la forme d'un absolu. Gardons-nous une capacité d'imagination, à la fois historique, prospective, stratégique, pour penser l'impensable, et peut-être des situations dans lesquelles la France, je sais, c'est une position un peu forte, mais serait éventuellement seule. Merci. La parole est à Geneviève Darrieussecq pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Professeur. D'abord, merci pour vos exposés très intéressants. Et moi, je retiens une chose, c'est la richesse de la langue française et du vocabulaire, et qu'un mot ne signifie pas a une signification bien précise dans ce domaine très pointu et important pour notre pays. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur tout cela. Moi, bon, à l'heure actuelle, tous les traités internationaux sont bafoués de façon, en définitive, assez simple par le pays qui décide de ne plus s'engager dans un traité international et qui décide d'en sortir et qui le fait sans qu'aucune sanction ni aucune obligation ne s'impose à lui. Donc les traités de non-prolifération sont quand même, c'est quand même un traité assez important et dans un domaine qui est un domaine très sensible. Où en sommes-nous et est-ce que toutes ces initiatives, alors je parle d'initiatives de la France et du président, que je salue à titre personnel, c'est pas du tout le sujet, mais les initiatives aussi d'autres pays dans ce domaine de l'augmentation de capacité de l'arme de la dissuasion nucléaire, est-ce que tout cela contrevient à ces traités et met à mal ces traités de non-prolifération et comment retomber sur... Est-il possible de retomber sur des traités qui soient respectés par les uns et les autres? Doivent-ils être renégociés? Doivent-ils être repensés? Merci, Madame, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, concernant le traité de non-prolifération en particulier, je dirais que si on s'attache à son titre et à son objectif historique principal, qui est de faire en sorte que les États qui n'ont pas l'arme nucléaire ne puissent pas accéder à cette capacité, c'est une norme qui, bon an mal an, se maintient quand même plutôt pas trop mal, au sens où une très grande majorité des États qui n'ont pas l'arme nucléaire continuent non seulement de respecter leurs obligations et de ne pas construire d'armes nucléaires, mais plus important à mes yeux, de penser que ce n'est pas dans leur intérêt national de le faire. Alors vous allez me dire, énormément n'ont tout simplement pas les capacités. C'est vrai, mais je pense encore que beaucoup d'États ont foi dans le pari des années 60, qui est de dire, finalement, il vaut mieux que tous mes voisins et qu'une grande partie des États restent non nucléaires, plutôt qu'on se mette tous à se lancer dans un programme national qui sera éminemment déstabilisateur et conduira forcément à l'utilisation de l'arme nucléaire un jour ou l'autre. Donc sur l'aspect non-prolifération, bien sûr, on a eu la crise nord-coréenne, on a eu la crise iranienne qui, aujourd'hui, je pense, on peut dire tout ce qu'on veut de l'Iran, mais on ne peut pas dire que le problème est résolu.
ça reste des sujets de grande inquiétude. On a la Russie, par exemple, qui ne se comporte pas comme elle devrait vis-à-vis de la Corée du Nord et de ses obligations de prolifération. Mais on maintient quand même une norme chez la plupart des pays. Alors, on va voir dans quelle mesure elle est solide. On a parlé tout à l'heure de pays comme la Pologne, la Corée du Sud ou d'autres qui laissent entendre qu'ils pourraient être intéressés par des programmes nationaux, mais de fait, ils ne l'ont pas fait. Et il demeure un coût très important à se lancer dans un programme proliférant, coût qui est lié aux obligations du TNP. Après, on sait que ce traité ne traite pas que de la prolifération et inclut notamment tout un volet sur le désarmement. C'est l'article 6 du traité. Et là, on peut dire que le discours français, de même que en fait, tous les discours et toutes les actions des États dotés depuis un certain nombre d'années, ne sont pas strictement contraires au texte, mais en revanche ne sont pas tout à fait dans l'esprit, puisque évidemment on a une obligation de négocier de bonne foi et d'aller vers le désarmement nucléaire, ce qu'expliquent les États dotés, et la France le fait depuis des années, bien avant l'idée d'augmenter le stock, c'est que cette obligation doit être prise dans le contexte stratégique, et qu'à certains moments c'est possible d'avancer vers le désarmement, et qu'à d'autres c'est pas possible. Donc, c'est cohérent avec notre posture. On ne s'est jamais engagé à dire on va descendre de manière linéaire. Évidemment, on conserve l'idée qu'il faut, au bout d'un moment, aller vers zéro. Mais ce que dit la France, ce que disent les autres pays, c'est que ça peut faire des hauts et des bas et qu'en ce moment, on est plutôt sur une période de haut, ou en tout cas de remontée. Voilà, c'est forcément un point de tension avec un certain nombre d'autres pays qui considèrent au contraire que notre devoir en tant qu'État doté, c'est d'aller constamment vers ce point zéro. Donc ces tensions, on va les observer. Monsieur Zaschek parlait de la conférence qui va s'ouvrir, conférence d'examen du traité de non-prolifération fin avril. C'est évident qu'il y aura des questions sur ce sujet. Après, il faut reconnaître qu'il y a des crises sans doute beaucoup plus importantes, des pays qui augmentent leur stock, par exemple la Chine de manière beaucoup plus notable. On a l'agression en Iran sur des installations nucléaires qui, d'un point de vue de la légalité internationale, pose des questions sans doute plus problématique que le cas français, le fait que la Russie soit encore en train d'occuper des centrales nucléaires chez un pays qu'elle a envahi. Donc il y a tellement de sujets, malheureusement, dans le cadre de ce traité qui peuvent faire l'objet de divisions et de problèmes, que finalement cette augmentation française risque de paraître assez mineure. Et là, du coup, je rejoins un petit peu enfin même complètement, ce que disait M. Zaschek tout à l'heure. Merci, professeur. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup de votre question. Madame la députée, oui, nous étions exemplaires, nous le sommes un tout petit peu moins, mais nous le restons. Si on se compare, on se rassure, même si, ne soyons pas... disons, mettons pas de côté le fait que, à mon avis, fin avril, pendant cette conférence du TNP, on va avoir des discours qui existaient déjà, mais là, ils vont trouver un aliment, si vous voulez, qui va être exploité vis-à-vis de... Alors, c'est dénoncé dans un très grand nombre de pays, et je le disais tout à l'heure, pas seulement nos rivaux, disons, systémiques ou conjoncturels ou occasionnels, mais chez des partenaires qui sont importants pour nous, au Brésil, dans d'autres pays, en disant il y a une hypocrisie fondamentale de la position des États dotés dans le cadre du TNP aujourd'hui. L'article 6 oblige de bonne foi, et ça c'est un raisonnement et c'est un vocabulaire bona fide de juristes internationalistes, oblige à des efforts permanents, constants, dans le sens idéal, mais effectivement partagé, parce que c'est la base de cette aristocratie conventionnelle un peu inégalitaire, mais qui est quand même la plus rassembleuse du monde, qui est le TNP, qui est la base de ce TNP, où les droits et les devoirs réciproques des uns et des autres doivent s'équilibrer. C'est le fameux article 6, c'est le cœur nucléaire du TNP. Parce que sinon, rien ne justifierait que des États se mettent volontairement dans une position de vulnérabilité en renonçant pour toujours à acquérir l'arme nucléaire, s'il n'y a pas de l'autre côté, de la part des États dotés, un comportement responsable de ce qu'on appelle de gardien commun de cette norme de non-prolifération. Dans ce cas-là, ça serait un marché de dupes. Ça ne doit pas l'être. Il ne faut surtout pas laisser s'installer, pour moi, c'est vraiment un enjeu, me semble-t-il, et la France a un rôle à jouer. Cette idée selon laquelle les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles s'adaptent comme ce qu'ils veulent, et les faibles s'adaptent comme ils le peuvent. Donc ça, c'est un vrai enjeu.
C'est intéressant. Il n'y a pas seulement la position, disons, si vous voulez, déclaratoire, on s'engage en faveur de la non-prolifération, dans des temps moins troublés, on reprendra la course vers le désarmement, etc. Il y a aussi une vision plus réaliste, qui est de constater qu'en réalité, y compris pour un pays comme les États-Unis aujourd'hui, sous une administration aussi éruptive, narcissique, autocentrée, qui est l'administration Trump 2, bruit et fureur, eh bien, il y a quand même, si on revient à une logique qui est celle des intérêts envisagés, si vous voulez, de manière réaliste, il y a un intérêt évident des États-Unis à ce qu'il n'y ait pas de prolifération horizontale, il n'y ait pas de N+1e pays. Et cet intérêt, finalement, il y a une sorte de convergence fonctionnel ici, il est partagé par la Chine, par la Russie, par tous les États dotés en réalité. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un joueur de plus. Et ça s'est bien vu dans le discours qu'a prononcé Elbridge Colby, l'actuel sous-secrétaire ou secrétaire adjoint à la politique de défense pour département, alors plus de la défense mais de la guerre aujourd'hui, américain, la veille de son arrivée à la conférence de Munich. Il a fait un petit arrêt à Bruxelles pour la ministérielle des ministres de la Défense de l'OTAN. Il a remplacé Pete Hegseth à cette occasion. Et qu'a-t-il dit? Un discours assez court, qu'il faut, pour moi, vraiment absolument lire, et très clair, très structuré. Il a prononcé une fois le mot de nucléaire en disant « Nous vous garantissons toujours, à vous les Européens, les Otaniens, la dissuasion élargie américaine. » Il l'a dit. Il a dit « Elle est toujours là, on vous la garantit. » Mais il a prononcé, j'ai compté dans le discours, 7 fois le mot conventionnel. Vous devez vous engager davantage sur le plan conventionnel, vous devez payer davantage sur le plan conventionnel, etc. etc. Et en fait, qu'est-ce qu'il envoie comme message? Il dit il n'y aura pas de prolifération amicale ou permise ou de pays européens dans le cadre de l'OTAN, tant que les États-Unis sont là, dans les années qui viennent, tout simplement parce que, d'abord, ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, et il le dit, personne n'a intérêt à une prolifération, si vous voulez, y compris de la part de pays amis. Il le dit très clairement. Il fait une petite exception dans les scénarios extrêmes pour Japon, Corée du Sud, si la Chine devenait vraiment incontrôlable, mais ça ne concerne pas du tout l'Europe. Pourquoi? Parce que pour lui, la Russie n'arrivera jamais à mettre en place une hégémonie régionale au niveau européen. Il n'y a que la Chine qui peut faire ça dans sa propre sphère. Donc finalement, dit les Européens, votre mission, dans le cadre de l'OTAN, et avec toujours notre garantie ultime, nucléaire, c'est de vous attacher au plan conventionnel. Et il le fait au nom de la non-prolifération. Et donc on retrouve de manière un peu, si vous voulez, paradoxale par rapport aux perceptions qu'on peut avoir les uns les autres, une administration Trump qui, malgré ce bruit et cette fureur, en tout cas de la part de certains de ces architectes stratégiques comme Colby, mais il y en a quelques autres, assez discrets, et ils ont intérêt à se faire discrets, s'ils veulent aller au bout de l'administration, là, dans leur parcours politique, eh bien, il y a cette vision, si vous voulez, d'une prolifération qui n'est dans l'intérêt de personne. Donc c'est un peu paradoxal, mais je crois que c'est très fort. Et certains, et je finis là-dessus, de nos amis et alliés, chez qui, si vous voulez, on peut trouver un discours interne disant il nous faudra peut-être une dissuasion autonome. Il nous faudra peut-être, il y a un groupe de pays nordiques qui aurait une bombe nucléaire. Le débat monte en Allemagne. En Pologne, il est fort. Je crois que ça ne se fera pas dans l'OTAN tant que les États-Unis auront cette position. Et à mon avis, ils l'ont de manière structurelle pour les années à venir. Donc je suis de ceux qui pensent que beaucoup de gens jouent à se faire peur, ou en tout cas à mettre en place des scénarios sous une forme de chantage à l'abandon qui ne correspond pas à la réalité, parce que ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. C'est une position personnelle, et on verra, peut-être que je serai démenti dans les années qui viennent. Je ne l'espère pas, parce que pour finir, le TNP est absolument fondamental. Il fait partie en fait de la position et de la politique qui est celle de la France, et il faut absolument qu'on soit l'un des acteurs qui le renforce, qui le crédibilise et qui s'engage de manière forte pour qu'il reste le traité le plus rassembleur du monde et un obstacle à la prolifération incontrôlée dans les relations internationales. Merci. La parole est à Yannick Favennec-Becot pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Merci, Monsieur le Professeur, pour vos propos à la fois éclairants et tout à fait passionnants. Moi, je voudrais centrer mon intervention sur l'évolution de notre doctrine de dissuasion dans un contexte de sécurité collective européenne renforcée. Notre doctrine a toujours été fondée sur un principe d'adaptation aux menaces. Or, ces menaces se sont durcies,
diversifiées et s'inscrivent dans un environnement stratégique plus instable, marqué notamment par un engagement américain de plus en plus incertain. Dans ce contexte, la coopération européenne devient une nécessité, mais cette évolution pose aussi une question plus profonde sur les fondements même de notre dissuasion. Historiquement, les forces terrestres ont contribué à cette logique avant que notre modèle ne se concentre sur deux composantes strictement nucléaires. Dès lors, si la crédibilité de la dissuasion repose aussi sur l'ensemble de notre appareil militaire, ne faut-il pas s'interroger sur une réintégration plus explicite de l'armée de terre dans cette logique d'ensemble? Selon vous, face à l'évolution des menaces, la doctrine française de dissuasion doit-elle évoluer vers une approche plus globale, intégrant pleinement les forces conventionnelles, notamment terrestres, dans sa crédibilité? Et cette évolution pourrait-elle constituer un levier pour renforcer la coopération européenne en matière de sécurité, sans remettre en cause pour autant le caractère strictement national de la décision nucléaire, de la dissuasion nucléaire? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, chers collègues. Madame, je vous en prie. Merci beaucoup. Je pense que sur les missions historiques, évidemment, elles n'ont pas forcément de pertinence dans le contexte actuel, étant donné qu'elles étaient adaptées à un environnement stratégique, les missions historiques des forces terrestres confiées à l'armée de terre. Néanmoins, en effet, comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a une vraie réflexion au sein de l'armée de terre. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que c'est une réflexion intellectuelle aussi qui se fait auprès avec de jeunes officiers qui travaillent sur cette question et sur la manière dont l'armée de terre peut s'inscrire dans cette notion d'épaulement. Et je pense qu'en effet, il y a une grande réflexion à ce niveau-là. Je ne suis pas sûre d'avoir grand-chose de plus à dire, mais je suis sûre que M. Sajac a plus de choses. Non, oui, je suis d'accord. Je suis frappé, effectivement, je suis totalement d'accord avec Emmanuel Maître, sur tout à la fois la dynamique et l'envie de la part aujourd'hui, non seulement du haut commandement de l'armée de terre, mais également générationnellement d'officiers aujourd'hui de l'armée de terre qui s'engagent, qui sont aujourd'hui à l'école de guerre, on peut parler du CHEM également, et qui ont repéré effectivement ce besoin de réinvestir, au moins dans un premier temps, sur le plan conceptuel, sur le plan de l'intelligence générale, de l'articulation entre les aspects terrestres et puis les autres milieux, d'abord du multimilieu, mais aussi du multichamp. On le disait tout à l'heure, tout communique finalement, tout est devenu très poreux, avec une accélération décisionnelle, une fusion, d'abord des capteurs des informations, dans le cadre de centres de commandement et de contrôle dopés à l'IA, encore une fois. Et ici, on est dans un chantier stratégique partagé, commun, où l'armée de terre doit jouer tout son rôle. Et comme pour moi, effectivement, si vous voulez, la crédibilité du dissuasif, repose sur un bon mixte entre l'offensif et le défensif, eh bien, ça ne peut pas se jouer simplement sur certains milieux et pas d'autres. Donc il faut honnêtement et de manière vraiment engagée prendre enfin au sérieux cet aspect de dissuasion. D'ailleurs, arrêtez peut-être de dire en France la dissuasion avec ce grand D qu'il a, si vous voulez, qu'il a sacralise, de dire il y a la dissuasion générale, il y a une dissuasion nucléaire, il y a une dissuasion qui peut être conventionnelle, il y a aussi un aspect qui est celui des forces morales, qui est celui de la cohésion, des acteurs qui veulent être dissuasifs, seuls ou ensemble. Donc de reprendre en fait la mesure de cette complexité et de cet aspect un peu holiste, si vous voulez, de ce qu'est la dissuasion. L'armée de terre est totalement légitime dans cette prise en compte. Alors, en revanche, ce qui va s'ouvrir aussi, c'est une dimension capacitaire. Et là, on retombe, monsieur le député, sur les questions qu'on a eues sur le conventionnel haut, la frappe dans la profondeur, la capacité à se protéger lorsqu'on est projeté sur un théâtre, du défensif qui peut être réduit pour protéger les forces, de l'antimissile avec plusieurs couches, en fait, dans une défense aérienne et antimissile intégrée,
On disait auparavant, je sais plus, on disait défense antimissile de théâtre et de territoire, voilà, avec des aspects élargis, des aspects plus proprement opérationnels. Bon, bah, tout ça, il faut à nouveau s'en emparer, effectivement. Et je crois que, de toute façon, les mots du général Schill et du chef d'état-major de l'armée de terre actuel sont assez clairs là-dessus. Hein. Il a fait une série de communications sur ce sujet de la réappropriation en tout cas du vocabulaire de la culture, et puis aussi des aspects, disons, opérationnels, stratégiques de la dissuasion nucléaire. Le mouvement est enclenché et il ne doit pas s'arrêter parce qu'il fait partie de notre réappropriation générale de ce qu'implique vraiment la dissuasion nucléaire. Mais pour ça, il faut une armée de terre qui ait une épaisseur suffisante. C'est pas seulement s'équiper de nouveaux matériels qui permettent de frapper dans la profondeur ou de se protéger davantage. C'est une armée de terre qui investit sur sa logistique, qui investit sur sa maintenance, qui investit dans le cadre de la fidélisation de ses effectifs, qui investit dans le cadre de la protection de ses forces, qui investit, etc. Le chantier ne fait que commencer. C'est pas simplement, si vous voulez, l'aspect frappe dans la profondeur haut. Je pense que c'est un ensemble. Il part du bas vers le haut. Voilà la dissuasion au sens propre, dans lequel la dissuasion nucléaire n'est qu'une part importante, part centrale, mais une part seulement. Merci. Nous avons encore 2 questions individuelles et donc je vais passer la parole à nos 2 collègues. Je commence par Caroline Colombier. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur le Professeur, merci pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, car c'est vraiment extrêmement intéressant. Et je pense que ma question a eu déjà un certain nombre de réponses. Le 2 mars dernier, à l'île Longue, le Président de la République a évoqué le concept de dissuasion avancée. À cette occasion, notre groupe Rassemblement national a rappelé un principe que nous tenons pour intangible. La dissuasion engage la nation, elle ne se délègue pas. Ce concept semble impliquer des exercices conjoints, des déploiements ponctuels sur des territoires alliés et une participation accrue de partenaires aux mécanismes de signalement stratégique. Ma question est donc doctrinale. À partir de quel degré d'intégration opérationnelle avec des partenaires l'autonomie décisionnelle française peut-elle apparaître ambiguë aux yeux d'un adversaire? Et cette ambiguïté est-elle susceptible d'affaiblir l'effet dissuasif lui-même? Je vous remercie. Merci. Et la deuxième question est de Jean-Louis Thiriot. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les deux pour vos propos où on rejoint la clarté des exposés qu'on lit toujours régulièrement dans la presse de l'un et de l'autre. J'ai été frappé en vous écoutant que vous n'ayez pas employé une seule fois le terme de sanctuarisation agressive, qui est pourtant, je crois, un paradigme pertinent dans le temps que nous vivons. Donc, est-ce que vous pensez que ce paradigme n'est pas pertinent pour le temps géopolitique que nous vivons ou pas? S'il est pertinent, il est bien évident que l'épaulement conventionnel joue un rôle majeur pour en limiter les effets. L'épaulement conventionnel, globalement, ça a 2 fonctions stratégiques. Le découragement, pour éviter de me faire fusiller, je ne parle pas de dissuasion conventionnelle, mais c'est bien de ça dont il s'agit quand on parle de découragement, et aussi de pouvoir donner un signal. Je pense par exemple à la frappe balistique conventionnelle dans la profondeur. J'aurais souhaité savoir, dans le contexte de la dissuasion avancée, pour vous, en conventionnel, qu'est-ce que devrait être capable de produire comme effet signal, la frappe balistique dans la profondeur? Merci, madame, monsieur, je vous en prie. Merci beaucoup. Si vous me permettez, je vais me concentrer peut-être sur la première question. Je pense que c'est assez clair d'une certaine manière concernant vraiment la décision. Si on se centre sur ce point, de la même manière qu'aujourd'hui, je ne pense pas que le président Poutine ou qui que ce soit se dise que du fait que les États-Unis font des exercices conjoints dans le cadre de l'OTAN, ils ont besoin de l'accord de l'Allemagne ou de la Belgique pour mettre en œuvre leur frappe nucléaire. Je pense que l'intégration de partenaires européens aux exercices français ne ferait pas non plus naître ce type de doute. On voit bien que finalement, c'est le pays qui a les armes nucléaires qui est le seul décisionnaire en la matière. Donc sur ce point très précis, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison que le doute s'installe. Et de manière assez... Enfin, je veux dire, ça a été, pour le coup, très explicitement dit qu'il n'y aurait pas de délégation de la décision, etc. En revanche, là, c'est peut-être plus intéressant de se demander dans quelle mesure l'intégration à des exercices peut créer éventuellement
des dépendances sur la mise en œuvre capacitaire. Et je crois qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je pense que, et je suis assez confiante au vu de mes interactions qu'on peut avoir avec les forces et avec les différents responsables de ces questions, sur le fait qu'il y a vraiment un contrat qui est passé aux forces et elles doivent être capables de faire les missions toutes seules. Et donc, dans la mesure où on garde cette exigence, où on se dit qu'on est capable de faire un exercice poker tout seul qu'avec les forces aériennes stratégiques, etc., la question de la dépendance ne se pose pas vraiment, et c'est plutôt une couche supplémentaire, en fait. Se dire, voilà, le minimum requis, c'est que dans tous les cas, dans toutes les situations, on ait toujours de quoi faire tout seul. Et si on ajoute en plus les autres, d'autres partenaires, on fait différemment, on fait autrement, on fait plus, on fait mieux. Mais en tout cas, la base, c'est qu'on est capable d'envoyer notre raid nucléaire tout seul, que notre sous-marin est capable d'aller se diluer et d'aller frapper seul, etc. Donc je pense que pour l'instant, j'ai assez peu de doutes sur le fait que ça change. C'est vraiment cette logique qui prévaut et qui, pour le coup, encore une fois, pour ce qui est des États-Unis, on ne se pose jamais la question. Alors évidemment, c'est difficile de nous comparer aux États-Unis, mais en tout cas, on sait très bien que s'ils ont envie de conduire une frappe nucléaire, ils ne demanderont pas à l'OTAN l'autorisation, ils ne demanderont pas... et voilà, ils ont largement de quoi faire ailleurs. Donc je pense que cette logique sera un petit peu observée en se disant, on a une capacité purement nationale, on sait l'opérer, on ne la déploie pas à l'étranger, tout ça, ça restera. Mais avec cette couche, on peut faire mieux, plus et différemment. Dans le cadre de cet épaulement entre Emmanuel Maître et moi, dans les réponses, si vous le permettez, monsieur le député, madame la députée, je vais donc répondre à votre question, ou tenter de répondre à votre question. Oui, la sanctuarisation agressive est un concept qui est pertinent et qui est utile. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui est... alors, bien sûr... je pense c'est une expression qui a son auteur et son origine, mais en fait elle fait référence, en fait, qui est français, mais qui a été réinterprété, mais elle fait référence à quelque chose de très ancien, évidemment, dans la dialectique dissuasive, de très ancien, la capacité pour un acteur à mettre un pied en deçà, un pied au-delà d'une ligne, en disant je prends, je saisis, je garde, mais ce n'est pas assez important pour vous, pour risquer une destruction mutuelle. Et donc, on va en rester là et négocions sur cette base. Donc, effectivement, ça a été pris et c'est gardé, sanctuarisation agressive. Ça peut être joué en mode offensif, etc. Donc ça, oui, bien sûr, c'est central. Ça fait partie des scénarios, ça nourrit des scénarios, monsieur le député, vous avez raison, je pense, qui sont possibles, qu'on doit considérer, et puis d'ailleurs, qui se sont déjà incarnés à nos portes et qui vont... peut-être s'incarner, pas à nos portes, mais assez loin, mais ça sera quand même chez nous. Je ne voudrais pas... Voilà. Il va falloir qu'on s'occupe aussi de notre positionnement et de notre réflexion stratégique prospective en termes de protection de nos outre-mer et du positionnement français. Ça n'a pas été évoqué, ça non plus, mais c'est quelque chose qui est assez important. À quoi sert ce conventionnel haut, cette frappe dans la profondeur, balistique? Elle peut servir à trois choses, à mon avis. Déjà, par sa simple présence, à dissuader tout simplement, par la diversité des options qu'elle permet aux politiques, par sa disponibilité, par la quantité de munitions et de consommables qui sont associées, par la survivabilité des porteurs et des effecteurs qui l'incarnent, elle est et être à disposition produit un effet. C'est un effet dissuasif déjà de fait. Deuxième chose, je pense qu'elle peut servir tout simplement, une fois l'épreuve de force enclenchée, à bien montrer, à être sûr pour nous-mêmes. Parce que la première chose, c'est de se persuader soi-même dans l'épreuve de force, et ensuite, effectivement, et en même temps l'autre, eh bien qu'on ne cédera pas, même si l'épreuve de force a enclenché, on ne cédera pas à bien assurer, bien persuader l'autre qu'on n'a pas peur des conséquences escalatoires de notre résistance, Armageddon ou la défaite sans guerre. On a d'autres options, on peut faire très mal, sans pour autant passer d'un coup tous les seuils qui nous mènerait à ce toboggan ou cet ascenseur, comme on veut, qui nous ferait percuter la voûte nucléaire. Donc on met aussi la pression sur l'autre. On maintient cette pression sur l'autre dans l'épreuve de force. Et enfin, troisième chose, elle peut servir à montrer aussi, et là en termes de signalement au sens propre, par un certain nombre d'orientations en termes de ciblage, d'utilisation de ces vecteurs balistiques, que justement l'adversaire est en train d'arriver à proximité de notre propre voûte. Et donc on est sur trois fonctions qui sont assez intéressantes.
Maintenant, avec de grandes possibilités viennent de grandes responsabilités. Comme on dit, c'est un outil qui doit être intégré à une compréhension, une intelligence d'ensemble de ce qu'est la dissuasion nucléaire. Parce que là, on joue avec des seuils qui sont extrêmement sensibles, extrêmement poreux, extrêmement fins. Il faut effectivement réinvestir dans la compréhension, la maîtrise de ces seuils. Ouais. Merci beaucoup. Merci Madame, merci Professeur pour vos éclairages. Merci mes chers collègues pour les questions. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi. À plus tard. Merci beaucoup.